exceptionnel dont refait le Mac consacré à 42, l'école informatique créée par Xavier Niel tente de casser les codes de l'enseignement en France. Alors comment est née cette idée folle de créer une école gratuite sans prof ni examen? Comment s'y inscrire? Quels sont les premiers résultats? Ses ambitions futures? Y verra-t-on éclore un futur Steve Jobs à la française? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Sur nos chaînes Dailymotion et YouTube, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes, ces podcasts bien sûr en HD et en une version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'app ORLM pour iOS, disponible pour l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV. Cette semaine, nous allons nous intéresser à notre hôte, à savoir 42, en compagnie du directeur de l'école, Nicolas Sadirac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'accueillir On refait le Mac chaque semaine. C'est un grand plaisir. Bon, en duplex, un geek qui aurait rêvé pouvoir s'inscrire à l'école 42 plutôt que d'user les bancs de la Sorbonne. Monsieur Stéphane Zibi, consultant digital. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est une petite frustration et encore plus quand je sais que c'est limité à un certain âge, même si je sais que les choses peuvent changer, Nicolas. On est trop vieux Stéphane. On est trop vieux. Ouais. Il est pas trop tard pour que je me recycle, parce que la journée en ce moment, ça va et ça vient. Passons. Avant de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur 42, place au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est bien sûr 42. Que signifie donc ce chiffre? C'est la question qui revient le plus et qui est certainement la plus posée lorsque vous croisez des visiteurs ici à 42. Alors d'où ça vient, ce chiffre 42? Même si j'ai un petit peu la réponse, mais je vous laisse répondre, Nicolas. 42, ça sort d'un roman de Douglas Adams qui s'appelle Le Guide du routard intergalactique, qui est une sorte de roman humoristique, un peu geek, écrit autour de... Enfin, en fin de compte, à l'origine, c'est une émission de radio. Ouais. C'est une sorte de recueil d'une émission de radio avec tout un tas de blagues geeks. Et bon, la blague, c'était un petit peu, on a fait l'ordinateur le plus puissant de l'univers et on lui a demandé quel est le sens de la vie. Et il a répondu 42. Voilà, donc c'est Et une donc, simple référence. 42, c'est la réponse à tout. Et c'est vous qui avez trouvé le nom? Ça a été très collégial. C'est quand au moment où on a fondé l'école, on était en réunion avec donc les 4 cofondateurs, avec Xavier, Florian, Coam et moi. Alors, Xavier Niel, Florian Bûcher, Guam Niam et et Nicolas Nicolas. Sadirac. Et donc, on a cherché, on voulait pas l'appeler la grande école du numérique, on voulait pas l'appeler digital quelque chose, institut supérieur du... Enfin, Dieu seul sait quoi, le truc classique. Donc, on essayait de se torturer la tête. On voulait l'appeler tout sauf presque une école. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, bon, et puis, le nom s'est ressorti. On avait tous lu ce roman. Et au moment où ça est sorti, ça a vraiment été une évidence que ça s'appelle 42. Voilà, il y a eu beaucoup de travail en préparation de l'ouverture de cette école, parce qu'il y a aussi de l'ambition en matière de l'approche, en matière d'enseignement. On en parle dans ce prochain chapitre. 42, une nouvelle approche de l'enseignement. Donc, première question, Nicolas. Quelle est, si on peut résumer ça en quelques minutes, la philosophie de 42? Il est important de noter que je ne parle pas d'école 42, je ne parle pas d'école, car votre modèle se veut très éloigné des modèles d'enseignement classique dans les écoles d'informatique. Ça s'appelle bien effectivement 42 et pas école 42, même si on utilise souvent le mot école. Alors la philosophie, elle est assez compliquée. Enfin, l'idée, c'est qu'on considère aujourd'hui, de notre point de vue vraiment, c'est que la transmission ou l'acquisition de connaissances, le stockage de connaissances est un processus qui est obsolète. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. On va même jusqu'à dire qu'il est dangereux. C'est-à-dire qu'il a un problème, c'est qu'il s'élémente de la connaissance dont il est finalement compliqué de se débarrasser. Donc là, c'est du bourrage de crâne, le cours théorique. Voilà, le cours théorique, mais même la sédimentation, enfin, l'acquisition de connaissances, finalement, à l'origine, ça répond à une problématique, c'est avoir accès aux connaissances quand on en a besoin. Aujourd'hui, quand on a besoin d'une connaissance, il y a plus simple que l'avoir appris. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher sur Internet, les interfaces sont performantes, et elles le seront de plus en plus, donc on est au tout début de ce système. Le deuxième problème, c'est que quand on a mémorisé quelque chose, on a mémorisé quelque chose le jour où on l'a mémorisé. Si ça devient faux, ce qui est vraiment le cas dans notre métier, on a un vrai problème d'obsolescence des connaissances. Et quand je dis obsolescence, peu de gens se rendent compte que dans nos métiers d'informatique, la connaissance n'évolue pas, elle se révolutionne. Oui, ça va très très vite. Non seulement ça va vite, mais c'est différent des autres domaines. Par exemple, en physique, quelque chose qui est vrai est toujours vrai. On peut affiner cette réalité, mais ça ne devient jamais faux. Quand vous lâchez une pomme, elle tombe. Donc, si je comprends bien, vous voulez casser ce modèle de la transmission de connaissances, voilà, comme avec une école classique. Exactement. Donc, on n'est plus dans une logique de transmission de connaissances. On essaie de fabriquer Moi, aujourd'hui, je dis que 42 est une école d'art. On essaie de fabriquer des artistes du numérique. Des gens qui sont là pour innover, inventer,
co-innover. Donc on va développer beaucoup la capacité d'innovation, la créativité, mais aussi beaucoup l'empathie, beaucoup la capacité à co-créer, la capacité à interagir et la capacité à dynamiser des collectifs humains. On va y revenir sur la particularité de l'entraide entre étudiants, hein, et cette volonté de collaborer. Vous dites que effectivement, pour vous, l'informatique n'est pas une science, mais un art. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un champion des maths pour être un Alors, codeur? déjà, on n'a pas besoin d'être un champion des maths, et ça, c'est même d'ailleurs structurellement l'une des raisons de création de 42. C'est-à-dire qu'on a dans notre histoire, Xavier, moi, Florian, rencontré des gens qui étaient des stars, on va dire, qui ont fait des choses formidables au niveau de code, etc., mais même pas code, pas seulement, qui ont réussi fortement, qui étaient clairement pas des gens qui avaient un background mathématique important. Et il y a une erreur fondamentale que je vous rencontre tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, je rencontre des gens qui sont persuadés qu'il y a un couplage clair entre les mathématiques et l'informatique. Ça, c'est absolument faux. Mais au-delà de ça, on est dans une logique où aujourd'hui le métier est un métier qui s'est très violemment transformé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un métier finalement de support où on informatisait à un métier aujourd'hui où on crée de la valeur avec l'informatique. C'est-à-dire qu'on réinvente les métiers. On n'est plus juste en train de supporter les anciens métiers. Avant de revenir sur la méthode d'enseignement et les particularités vraiment très, très originaux qu'il y a ici à 42, pourquoi spécialement une école informatique? Ça peut sembler évident de par vos parcours. Vous étiez auparavant déjà dans une école qui formait des futurs ingénieurs informatiques, mais pourquoi ce besoin-là? Ça veut dire qu'en France, le numérique, les enjeux du numérique n'étaient pas forcément suffisamment pris en compte à ce moment-là, lorsque vous avez créé Ils ne l'école sont pas 42? forcément pas suffisamment pris en compte. On a tout simplement un déficit. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on manque à peu près de 100 000 informaticiens. C'est les chiffres du Syntec. Il y a IDC qui a produit Gartner qui a produit encore un chiffre autour de 50 000 également, il n'y a pas si longtemps Voilà, que donc ça. il y a, alors après, le chiffre, il est compliqué. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est important. Il évolue. C'est-à-dire qu'il s'aggrave dans l'ensemble. Et on a une vraie tension avec une vraie difficulté pour le système éducatif classique à fournir cette ressource. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui tout simplement n'ont pas lieu, pas parce qu'on n'a pas ni l'argent, pas parce qu'on n'a pas les idées, tout simplement on n'a pas les équipes. On n'a pas les capacités de créateurs, d'informaticiens innovants pour porter des projets. On va se tourner vers notre informaticien chroniqueur de service, à savoir Stéphane. Stéphane, comment tu as perçu cette initiative de 42, ce modèle d'enseignement? On va y revenir, hein, sur ce modèle d'enseignement très original, puisqu'il n'y a pas de prof et ni de cours théoriques. En fait, il y a eu deux choses déjà, et je pense que quand j'ai découvert 42 et encore plus depuis quelques temps, depuis que j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de venir à l'émission, mais aussi de faire quelques visites avec quelques entreprises, pour moi, ça a donné un coup de vieux aux écoles dites informatiques, même si je mets école plutôt entre guillemets, parce que j'en ai déjà discuté avec Nicolas dans un autre moment, mais c'est finalement enfermant, toutes ces écoles. Et la seule vraie école, pour moi, c'est 42. C'est que ma Miage, qui date de 94, elle n'a Alors, aucune Miage, valeur aujourd'hui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Maîtrise- formation de la c'est une Sorbonne, c'est ça? Non, c'est une maîtrise informatique. À l'époque, on disait appliquée à la gestion d'entreprise. Donc, Voilà. c'est du 50-50 informatique et application et matière générale. Et donc, pour moi, ça prenait un coup de vieux parce que quelle est la valeur aujourd'hui de mon diplôme? Il est nul parce que ce que j'ai appris à l'époque n'a aucune espèce de valeur. Développé sur quel langage à l'époque, rappelle-moi? Du Pascal, du Ouais. COBOL, du Ouais, Fortran. donc voilà, tout est résumé en. Ouais, Voilà. on Et les comprend cours de bien. Pascal étaient de la philosophie mathématique, en Ouais. fait, pour moi. Mais bon, ça fait sourire peut-être Nicolas, mais bon, c'était pas loin d'une certaine réalité. Et donc aujourd'hui, on nous mettait dans un cadre. Et si par exemple, on me donnait à apprendre, je sais pas, un autre langage après la sortie d'école, et je crois même que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, ben, j'étais incapable parce qu'on m'a pas appris à m'ouvrir et à apprendre par moi-même. Et c'est plutôt une philosophie. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, ça prend un coup de vieux. Toutes les écoles informatiques prennent un coup de vieux. Et comme le disait Nicolas, c'est vrai que c'est un art parce que tout le monde peut coder. Donc, si je te donne un chevalet avec un pinceau, tu peux faire une toile. Si je te donne un piano ou une guitare, tu peux faire un morceau de musique. Si je te donne un papier et un crayon, tu peux écrire un livre ou une nouvelle. Après, c'est à condition de travail qu'on peut éventuellement faire quelque chose de bien. Après, voilà, c'est ça qui est important. C'est pas une question de talent, Et puis on peut d'abord, s'enrichir. ou de génie. Pardon. Oui, vas-y, Voilà, Stéphane. et donc c'est pour ça que déjà, voilà, mon enthousiasme total envers cette philosophie, voilà, si on peut appeler ça encore. Mais bon, pour moi, c'est une véritable école et c'est les autres qui n'en sont pas. Voilà. Ouais. Donc on le disait en préambule, donc il n'y a pas de prof, Nicolas, il n'y a pas de cours.
J'imagine quand vous avez présenté ce projet dans le secteur de l'enseignement, au ministère de l'Éducation, le ministère de la Recherche, il a fallu faire preuve de beaucoup de, sans jeu de mots, de pédagogie avec eux, j'imagine. Ils avaient du mal peut-être à comprendre. Ils ont encore du mal à comprendre. Donc on est dans deux mondes qui sont totalement différents et dans lesquels on se fréquente, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec énormément d'autres institutions, le ministère de l'Éducation. On avait encore dernièrement trois inspecteurs généraux qui étaient là pour travailler avec nous sur des processus d'enseignement. Donc on se fréquente beaucoup. Néanmoins, on est quand même assez distant parce qu'ils sont quand même toujours dans une logique de transmission de contenu et aussi de transmission de compétences. Par exemple, un truc qui est profond dans 42, qui est en divorce très fort du système éducatif. Dans le système éducatif normal français, finalement, une école, elle réussit quand tous ses étudiants sont pareils. C'est-à-dire à la sortie de l'école, vous êtes censé avoir des étudiants qui ont toute une liste de compétences. Nous, on fait en sorte que nos étudiants soient le plus différents possible et on pense que chaque étudiant bénéficie de la différence de tous les autres parce qu'ils sont connectés. C'est-à-dire que le modèle de l'éducation nationale, c'est un individu tout seul. Et on regarde sa valeur à lui. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, la valeur d'une personne, c'est ceux avec qui il est capable d'interagir, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Donc plus j'ai des gens différents, plus chacun de mes étudiants bénéficie de cette différence. D'ailleurs, là-dessus, on a un vrai divorce. On n'est pas d'accord du tout sur l'idée même de ce que c'est que la qualité. Et puis par moment, vous êtes un peu quand même un peu provocateur, parce que je crois que l'une de vos devises auprès des étudiants, c'est de dire qu'apprendre, ça ne sert à rien. Oui, Est-ce que vous pouvez un peu préciser ma cette devise, c'est idée? je dis apprendre, ça sert à rien, c'est dangereux et ça rend idiot. Ouais, Donc je l'ai écrit dernièrement dans le Figaro, donc c'est dans les Échos plutôt. ouais. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est aujourd'hui on n'a plus besoin d'apprendre pour utiliser la connaissance. Deuxièmement, c'est dangereux parce qu'on sédimentise en soi une connaissance qui va être obsolète. Et en tant qu'être humain, on a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas désapprendre. Mais moi j'ai formé beaucoup de vieux informaticiens. Vieux informaticiens, c'est 40 ans. Vous C'est formez pas? des gens qui arrivent, qui ont 40 ans, qui sont pour beaucoup d'entreprises obsolètes. Hmm. Ces gens-là, en général, ils sont ingénieurs. Ils sont beaucoup de chimistes. Il y avait énormément de chimistes, donc des gens qui ont un master de chimie, un doctorat. Donc ce sont des gens intelligents. Vous leur posez une problématique, ok, vous posez la même problématique à un jeune de 20 ans qui n'a aucune connaissance, eh ben, eux, ils n'arrivent pas à le résoudre, et le jeune de 20 ans y arrive. Le problème de ces gens-là, c'est pas ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'ils savent. Ouais, c'est leur process aussi C'est-à-dire que c'est ceux de qui... pensée aussi Voilà, qui est un peu... c'est ce qu'ils savent. C'est la connaissance, on ne peut pas séparer la connaissance de la méthode. C'est-à-dire que chaque fois qu'on apprend quelque chose, on se change. C'est pour ça, moi j'ai fait une conférence dernièrement à Doha, où je dis aux gens, attention, quand vous apprenez des choses, vous changez. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont toujours à dire, ouais, il va apprendre quelque chose, au pire, ça ne lui servira pas. C'est pas vrai. Au pire, ça va l'handicaper. Ce qu'on apprend n'est pas neutre. Ouais, et au-delà, vous parliez du collectif tout à l'heure. Je crois que c'est une notion très importante à 42 pour avoir discuté un peu avec des étudiants pour préparer cette émission. Euh, Ils sont frappés par le fait qu'il n'y a pas de volonté de développer des fortes individualités, mais plutôt de collaborer. Il n'y a pas forcément de concurrence. Dans une école, il y a forcément de la concurrence au moment des examens, etc. C'est un point qui me semble vraiment important, parce que sinon on ne peut pas s'épanouir dans une école s'il y a trop de concurrence. Et d'être heureux, de prendre du plaisir, c'est important aujourd'hui. Il y a plusieurs questions là-dedans. Ouais, La première, c'est c'est vrai. c'est la deuxième que vous avez posée, c'est est-ce que prendre du plaisir est important? Pour nous, et pour moi, prendre du plaisir n'est pas important, c'est la base même de la chose. C'est-à-dire qu'on ne développe sa créativité que dans le plaisir. Parce que moi, ayant subi une formation classique, on m'a toujours dit qu'il faut souffrir Oui, pour d'ailleurs, pouvoir... c'est quelque chose d'assez amusant. Ouais. Souvent, je discute avec des profs, et un des premiers réflexes des profs, c'est quand on leur dit, mais les étudiants ici, ils ont aucune obligation. À 42, ils ne peuvent ne pas venir pendant 6 mois, personne ne leur dira rien. Le premier réflexe des profs, c'est, mais ils vont jamais venir. Ils vont jamais rien faire. Si on force pas, les gens font rien. C'est faux. C'est tout simplement faux. En réalité, l'être humain, par nature, il a envie de faire des choses amusantes, challengeantes. Il a envie de se coalitionner en groupe pour résoudre des problèmes. Et c'est l'esprit de naturel. groupe qui fait qu'il y ait une autorégulation, c'est ça? C'est à la fois l'esprit de groupe et l'esprit tout simplement d'être humain. Pareil, quand vous faites un jeu, vous jouez à un jeu. Si le jeu est trop facile, on s'arrête de jouer. Donc il y a un rapport entre la curiosité, l'effort et la nouveauté. Si vous faites un truc trop ennuyeux, les gens s'arrêtent. Alors, il y a quand même un système de notation pour revenir à un critère plus terre à terre. Comment ça se passe concrètement? Alors, en fin de compte, la meilleure façon d'imaginer 42, c'est d'imaginer World of Warcraft, dans lequel on aurait enlevé les donjons, et à la place des donjons, on a mis des challenges, qui peuvent être informatiques pour la majorité, mais qui peuvent être de toutes sortes. Donc, un étudiant, finalement, va avoir en face de lui toute une tas de
proposition de challenge. Donc il est sur une carte, hein, donc il voit un paysage devant lui, en lui disant à droite c'est plutôt l'algorithmie, à gauche ça va être plutôt le système, tout droit ça va plus être le développement mobile. Donc il va se diriger vers quelque chose, on va lui proposer des challenges, il va réunir une équipe pour résoudre ce challenge, et quand il va avoir fini ce challenge, il va le présenter à d'autres étudiants. C'est-à-dire que c'est d'autres étudiants qui vont déterminer tu as rempli ou tu n'as pas rempli le challenge. Donc là, c'est les étudiants qui notent C'est les autres. étudiants qui évaluent les autres étudiants, oui. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Quelque part, c'est très proche des demandes, quelque part, et du quotidien en entreprise aujourd'hui, notamment dans la tech, évidemment. C'est sûr que ça adapte au mieux les étudiants à la vie active, en tout cas à la nouvelle vie active, parce que même dans certaines entreprises, c'est totalement enfermant également, parce qu'on rentre dans des équipes, on doit développer on doit rentrer voilà, pour moi, le futur est là. Juste, je reviens sur une phrase, la phrase un peu provocatrice, un peu de Nicolas, qui était apprendre, ça sert à rien. On est obligé quand même d'encourager les enfants d'aller à l'école et leur dire ça peut éventuellement être Alors, quelques bases, tu veux dire, c'est ça? Voilà. Donc, je pense quand même que jusqu'au bac, on est obligé de rentrer dans un certain moule. Il dit ça parce qu'il y a des enfants qui sont de ce cadre-là, donc il faut qu'il assure un Et minimum. moi, personnellement, je dis clairement le contraire, hein. Regardez pendant des expérimentations comme l'école dynamique de Paris ou les écoles démocratiques, où il y en a 800 dans le monde, éduquent des jeunes sans aucune obligation, sans aucun cours, sans aucun prof. Et les résultats, il y a quand même à peu près 60 ans d'historique sur le sujet, les résultats scolaires de ces jeunes sont tout à fait comparables, voire supérieurs en moyenne des écoles classiques. Et si on regarde après ce qu'ont fait ces jeunes-là, vous avez des résultats qui sont largement au-dessus de la moyenne des gens qui passent par le système éducatif classique. Donc je sais que ça dérange les parents. J'ai moi-même des enfants. Donc je sais que c'est complexe dans notre monde. Non, mais c'est complexe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en face d'une réalité où malheureusement il y a une sorte de route quasi obligatoire initiée par Jules Ferry qui rend l'école obligatoire et qui est une excellente chose. Moi, je ne suis pas contre. Il est nécessaire quand même, il est nécessaire de suivre un petit peu. Mais savoir que ça existe et que après certaines. Là, je les vois tous déjà, ils ont dit les enfants de terminale. Bon, le mien, il a déjà passé l'année dernière, donc c'était bon. Mais je vois les enfants de terminale, dès maintenant, on leur dit voilà, vous devez commencer à réfléchir sur les vœux d'après post-bac, avec le nouveau système qui va remplacer APB. Là, ils vont rentrer dans des trucs, donc il y a les prépas, la médecine, Dauphine, etc. Non, pas Dauphine, c'est hors truc, mais les écoles de droit, etc. Les gosses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tiens, c'est comme ça, parce qu'apparemment, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Dire que s'ils vont dans un système alternatif, par exemple comme 42, on va peut-être en parler, je pense, dans une des questions. Peut-être qu'il y a une forme de reconnaissance à avoir sur le court moyen terme pour que ça revienne et que ce soit d'égal à égal avec les universités et les écoles qu'on connaît. On va y revenir, parce qu'il y a pas mal de questions Twitter que les internautes et fidèles de Renfelmac vous adressent, donc on les verra dans un petit moment. Mais on s'aperçoit, lorsque dans votre discours, et derrière, en creux, dans votre discours, de dire qu'il y a une volonté d'essaimer, d'enseigner différemment, c'est bien cela. Pas seulement la tech, pas seulement l'informatique, pas seulement le code. Et quelque part, l'une des motivations, on va essayer de comprendre quelles étaient vos opinions profondes qui a amené à la création de l'école un peu plus tard, mais c'est véritablement de faire passer ce message-là, de dire qu'il y a une manière d'enseigner différente. Exactement. Et donc 42 s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus général, qui est beaucoup plus ancien, qui est un mouvement finalement qui consiste à dire que les méthodes d'enseignement qui ont été mises en place dans nos sociétés répondent à un besoin industriel, à un besoin de la société industrielle qui est en train de disparaître. Parce que tout s'accélère, on le voit avec... Parce que le monde est en train de changer. Ouais. Deuxièmement, il y a des gens qui ne sont pas conscients, mais ce système éducatif est récent. On a éduqué de cette façon que très récemment. C'est une histoire de 200 années maximum. Donc, et qui répond à une problématique bien particulière. Avant, on éduquait de façon totalement différente, voire on éduquait en grande partie pas. Il y a énormément de gens qui n'étaient pas éduqués. Mais ce n'est pas la façon dont on éduquait la plupart. La plupart des gens qui étaient éduqués comme on l'est éduqué aujourd'hui, c'était les militaires et les curés. Donc nos méthodes d'enseignement, elles viennent du système d'enseignement militaire et du système d'enseignement ecclésiastique. Donc ça a vraiment été fait pour ça. Le reste de la population éduquée était éduquée beaucoup plus autour des liberal arts, dans l'optique de non productif, mais de se développer en tant qu'être humain et de briller en société et d'échanger avec les autres. C'est très différent, quoi. Alors on va essayer de rentrer dans le détail, comment fonctionne cette école, comment fonctionne l'école 42, comment on s'inscrit, comment on est sélectionné tout de suite dans ce prochain
Chapitre 42, comment ça marche? Comment s'inscrire? Alors tout simplement, Nicolas, pour ceux qui nous regardent, comment se passe la sélection? La sélection, c'est très simple, elle se passe en 2 étapes. Donc une première est en ligne, donc on s'inscrit sur notre site, wcube.42.fr. Donc là, la première étape, c'est des petits tests de capacité cognitive, on va dire, hein. Donc c'est des petits jeux, il n'y a pas besoin de savoir lire. Donc pas de code, Pas de encore co- une fois. Il n'y a aucun code. Donc, à 42, on a fait des étudiants qui n'ont jamais codé. D'ailleurs, à la fin du système de sélection, à peine 30%, même un petit peu moins de 30% des gens qu'on va sélectionner ont déjà codé. Ce système de test, c'est propre à 42 ou ça se développe dans beaucoup d'écoles d'informatique aujourd'hui? Je ne sais pas trop d'ailleurs, non, non, je sais pas répondre à ça. Je sais, par exemple, j'étais l'autre jour au MIT, Ouais. sur Media Lab, où ils sont de plus en plus sur des systèmes de sélection qui sont basés sur l'action de cette nature-là, soit des choses un peu plus physiques, et de moins en moins sur des examens. Après, sur le global dans le monde, je ne sais pas trop dire. Alors pourquoi ces tests cognitifs? C'est pour justement essayer de capter des profils qui n'auraient jamais été intéressés par ce type de formation et qui apportent peut-être une valeur ajoutée, une originalité, une personnalité, Oui, plus que simplement savoir coder de... le pari de 42, et Ouais. même pas le pari, parce que c'est la conviction, et on en est sûr même, puisqu'aujourd'hui on l'a démontré, c'est qu'effectivement les capacités et les qualités qui font qu'on est un bon codeur et qu'on va être capable d'innover, de participer à un processus d'innovation, n'ont strictement rien à voir avec les capacités académiques. Donc on est obligé de mettre en place C'est un un art, système. encore une fois. C'est un art, effectivement, et donc on a besoin d'un système de sélection qui va dans ce sens. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, 42 a trop de candidats. Hein, on a entre 50 et 70 000 candidats tous les ans, Pour combien de places et on aujourd'hui? a un peu moins de 1000 places, à peu près 900 places. Ouais. Donc il y a cette première phase en ligne. Mhm. À partir du moment où les gens vont passer en ligne, on va garder les 3000 meilleurs. Et ces 3000 meilleurs vont venir faire ce qu'on appelle la piscine. Donc ils vont venir passer 4 semaines dans l'école, ok, soit en juillet, soit en août, soit en septembre. Et pendant ces 4 semaines, on va faire tout un tas d'activités tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des challenges tous les jours. Il va falloir qu'ils s'interagissent avec les autres, hein, c'est des groupes de 1000. Il va falloir qu'ils soient résilients. On va créer un environnement compliqué, un environnement changeant. On les met un peu en stress? On c'est les une met en version- stress. Ça veut dire qu'on les met pas tellement en stress, ils se mettent en stress tout seuls parce qu'ils C'est de la pression. ils aiment bien. En général, c'est assez amusant parce que la piscine, c'est quelque chose donc, que je faisais déjà à Epitech et à Epita même avant, hein. Mhm. Parce Euh, qu'auparavant, vous travailliez à l'Apitech voilà, et à avant l'Epita. avant, je travaillais à l'Epita, puis après j'ai fondé Epitech. Et la piscine était là depuis. On a mis ça, pas au tout début d'Epita, mais on a mis ça assez vite. Et on a des gens qui, 20 ans après, ça rappelle comme un des moments les plus durs de leur vie, mais aussi un des meilleurs moments. C'est-à-dire qu'ils en parlent encore. C'est un peu comme faire un voyage. C'est un vrai voyage initiatique de groupe, quoi. En résumé, c'est une immersion totale pendant quoi? 2 semaines, c'est ça? 4 semaines. 4 Ce sont 4 semaines? semaines, 24-24, Ouais. 7-7. Ouais, donc c'est Donc véritable. Donc moi, la c'est première fois vraiment que je suis structurant. venu à 42 pour tourner une émission de Refait de Mac, j'étais obligé de jongler et sur la pointe des pieds, parce qu'il y avait des étudiants qui dormaient dans la grande salle juste à côté du studio, dans les cercles de couchage, parce qu'ils étaient en train de coder, ils se reposaient, ils codaient, ils se Voilà. reposaient. Donc ça ressemble à un grand camping de codeurs. Oui, ça ressemble à feu les salles de la NASA lorsqu'il y avait des crises façon Apollo 13, où Oui. les ingénieurs travaillaient dans l'urgence et ne rentraient plus chez eux parce qu'il fallait il fallait faire revenir des astronautes. Cette idée de la piscine, cette idée d'être confronté d'emblée comme ça à la difficulté, et certainement les étudiants s'entraident. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Toi qui travailles dans l'entreprise, qui conseille des entreprises, c'est véritablement la méthode qui te semble la plus adéquate? C'est la réalité de la vie, c'est tout. C'est exactement ça. Et on a des charrettes, comme on dit. On est souvent pressurisé par des livraisons pour des clients si on travaille en agence, ou des livraisons, parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup en agilité avec des livraisons très régulières. Donc c'est normal d'être mis dans ce bain, entre guillemets. Et je crois que c'est Charles donc, de 42 qui dit cette phrase: on jette les étudiants dans la piscine et on voit s'ils flottent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est exactement la réalité. Et apparemment, La dureté. ils flottent pas mal. L'expression vient de là. Ouais. Très bien, voilà, Nicolas, voilà, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien aussi la dureté. En gros, c'est vrai qu'il y a des règles qui peuvent penser que c'est idyllique, on vient quand on veut, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, etc. Mais c'est dur. C'est dur, il faut. Oui. Et je pense que c'est une très belle réponse qui montre que avec le travail, on obtient tout ce qu'on veut. Mais le travail, c'est du temps. Et d'ailleurs, 42, mais les conditions. Voilà. Ouais. Et c'est pas idyllique. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, on ne l'a pas dit, mais effectivement, il n'y a pas d'horaire fixe. Donc, j'étais très surpris en discutant avec des étudiants quand j'ai découvert l'école 42 qu'il
ils se faisaient une formation à la carte. Et il y en a certains qui viennent un peu plus tard la journée, d'autres qui viennent très tôt, d'autres qui viennent la nuit. C'est ouvert 24-24, Voilà. Et l'école je 42. rebondis sur ce qui vient d'être dit. Ça paraît idyllique, mais c'est certainement la pire des choses. C'est extrêmement difficile de s'autogérer, de gérer son temps, ses objectifs, Bien sûr. ses relations avec les autres, ses relations à la connaissance. Vous savez que ne pas avoir de prof, tous les étudiants en rêvent, mais c'est l'horreur, parce que rien n'est plus sûr. Ouais, Le prof, c'est Évidemment. le confort absolu. le Il apporte prof la vérité tuteur, absolue. dirons-nous, Le hein. tuteur, enfin tous les gens qui finalement sont au-dessus, ils vous déresponsabilisent. Quand il faut prendre des décisions, il faut les prendre. Et c'est dur de prendre une décision quand pendant 20 ans on n'en a jamais pris. Ouais, C'est exactement ça. ouais. Et moi, aujourd'hui, à Il faut savoir qu'on a un prof, qu'on a un cours de 8h à 10h. On sait qu'on a un cours de 8h à 10h. Ouais. Et ça, c'est bon, voilà, c'est cadré, etc. Et on sait qu'ici, on sait que par exemple, la salle de. Moi, à la Sorbonne, c'est il y a longtemps, mais la salle des Sun, des stations Sun, elle fermait à un moment. Donc, il fallait se barrer. Donc, pour des X Rentrez raisons chez de vous. sécurité ou pas. Là, c'est Et voilà, rentrer chez 24-24. nous. Alors qu'on- Une chose qui Là, m'a c'est également. 24-24. Par exemple, on leur Oui. fait l'exemple de la régulation de soi-même. On leur fait un truc pendant une journée où ils ont un exo toutes les heures pendant 24 heures. Vous avez dit la régulation de. L'autorégulation que ça implique. L'autorégulation. C'est-à-dire que Ouais. si par exemple le fait que ça ferme pas, et à un moment donné, il va falloir savoir jusqu'à quel moment s'arrêter. Donc on leur file un exo toutes les heures, et s'ils essayent de tout faire, ils vont se planter. Donc il va falloir qu'ils choisissent où s'arrêter, jusqu'à quand ils peuvent aller. Vous savez, ça demande une connaissance de soi-même qu'on n'a De pas. soi-même, Parce exactement. que tout le monde, finalement, dans le système classique, on t'a déjà auto-connu. Je crois que je vais venir faire un stage de quelques semaines parce que j'ai besoin de m'autogérer, croyez-moi. Je suis un bordélique de première catégorie, j'ai toujours du mal. Il faut que je me flagelle. Une chose qui m'a surpris également en découvrant l'école, c'est la philosophie de cette école de proposer un cursus à la carte. En clair, les étudiants, j'en discutais encore juste avant le début de cette émission avec un de nos étudiants de seconde année, même si on ne les appelle pas de seconde année, mais passons, on reviendra sur la durée de formation. C'est qu'ils peuvent se choisir les matières qu'ils préfèrent. C'est assez étonnant aussi comme D'ailleurs, choix. même le mot de matière n'est pas tout à fait adapté. Ouais. En fin de compte, ils choisissent les activités, Activités. les challenges, les Ouais, projets. ouais. Il y a deux raisons à ça. D'abord, celle qu'on avait évoquée d'abord, c'est que je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on fait par passion. Donc, ils doivent être dans Ou la un notion de environnement. plaisir tout à l'heure. Voilà, ils sont dans la notion de plaisir. Le deuxième point, c'est que pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait du réseau ou qui fait de la programmation, c'est la même chose. Parce que, contrairement à une école classique où on lui apprend le réseau, où on lui apprend la programmation, là, il va de toute façon se développer. Ce qui veut dire que s'il sait apprendre le réseau, il saura apprendre la programmation quand il en aura besoin. Et les sous-jacents créatifs qui sont nécessaires pour résoudre un projet, collaborer avec ses camarades, que ce soit un challenge de réseau, que ce soit même l'organisation d'une soirée, que ce soit une activité commerciale, c'est les mêmes. Ça développe exactement la même chose, ça développe la créativité, la capacité à collaborer avec les autres, la confiance en soi, et l'empathie, la capacité à agglutiner autour d'un problème les ressources, les gens, les connaissances, aller les chercher sur Internet, aller en parler à d'autres personnes. Ce sont la même chose. En fin de compte, le sous-jacent de la matière n'a aucune importance. Et si on compare avec des systèmes d'enseignement de formation plus classiques, d'écoles plus classiques, la formation est quand même assez rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller moins vite. C'est un peu à la carte, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans les écoles, on laisse le temps aux étudiants de maturer, voire de payer des frais d'inscription chaque année. Mais voilà, il n'y a pas forcément une volonté de leur dire voilà, c'est 3 ans, c'est 1 an et demi. Enfin, c'est un peu, encore une fois, la carte de ce Voilà, côté-là. parce qu'on pense qu'encore une fois, chacun va à son propre rythme. Chacun a ses propres objectifs. D'ailleurs, certains veulent apprendre et se lancer dans beaucoup de choses, peuvent avoir beaucoup de projets. D'autres vont monter une boîte à côté. D'autres vont avoir besoin de travailler parce qu'il faut qu'ils vivent. Donc, ils ont chacun une individualité qui fait qu'ils ont un agenda différent. Tout à l'heure, je parlais avec un étudiant, je lui dis, tu es en quelle année? Non, je suis pas en année, je suis au niveau. 21. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est World of Warcraft. Voilà, Donc, quand c'est ça, c'est un ils arrivent, niveau. ils sont niveau 0 Ouais. et ils vont jusqu'au niveau 21. Quand ils réussissent quelque chose, ils récupèrent de Donc, l'XP. s'ils avancent vite, ils auront d'autant plus terminé l'école. Ils peuvent terminer l'école très vite. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'un étudiant a terminé l'école très vite qu'il est meilleur qu'un qui a mis doucement. Non, j'entends parce bien. qu'il n'a pas forcément fait la même chose. Très bien. Donc, il faut comprendre que chacun va se développer dans ce qu'il aime, au rythme qu'il choisit. Bien. Alors, je vous propose, Nicolas, qu'on jette un coup d'œil aux questions Twitter et puis on reviendra dans la deuxième partie de l'émission, si vous êtes d'accord, sur un petit peu l'historique. Qu'est-ce qui vous a amené à discuter un jour avec Xavier Niel pour créer, et vos différents cofondateurs pour créer cette école? Comment cette idée a germé? C'est assez. Moi, ça m'intrigue. On en parle tout de suite après les questions Twitter. Première question, Nicolas, elle vient de Yannick, alias Yablog sur Twitter. Bonjour RLM, qu'en est-il de la Bonjour. reconnaissance d'un parcours de formation professionnelle à École 42?
quelle perspective en sortie? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire retex, mais Moi non plus. vous expliquez. Mais en tout cas, quelle perspective? Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a un peu de retour sur évidemment les embauches des étudiants. Donc aujourd'hui, tous nos étudiants trouvent du travail. À peu près 30% montent leur société et on a une extrêmement forte demande de la part de l'ensemble du secteur, du secteur. Mais ça, c'est pas spécifique à C'est 42. retour d'expérience, Rotex. Voilà, dès que c'est. Ah, d'accord, retex, c'est Ah, retour. Excuse-moi de ne pas être un consultant et de. Retour d'expérience, Ah, pardon, d'accord, excusez-moi. retour d'expérience. Ben, autant pour moi. Voilà, j'apprends des choses. donc On apprend des choses un tous très les jours à fort l'école retour. 42. Donc on a un retour tous les étudiants trouvent du travail sans aucun problème. Ouais. Question d'actualité, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les médias concernant euh, le sexisme à l'école 42. Il y a beaucoup de garçons, hein, il y a 90% de garçons pour 10% de femmes. Donc une question de Christophe Aigron sur Twitter. Que compte faire l'école de Xavier 75, donc l'école 42, pour faciliter la vie des femmes dans l'école? Qu'en est-il véritablement, Nicolas? Alors, déjà, il faut bien savoir qu'on est engagé très fortement dans le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans nos métiers, et ça depuis le démarrage de 42, et même d'ailleurs moi avant, hein, parce que j'avais participé au prix Excellencia avec Microsoft, etc. Donc c'est un sujet qui est très important, même si d'ailleurs dans l'ensemble, collectivement, on peut dire qu'on est plutôt en échec, puisque ça ne progresse pas, voire ça régresse. Ça reste à 10% à peu près Alors sur 42, on est à 10%, hein, Ouais. le secteur est à 7%. Bon. Hein, en fin de compte, par exemple, avant j'étais à Epitech, on était autour de 4-5%. Donc finalement, aujourd'hui, plus l'école est ancrée dans l'informatique, moins il y a de femmes. Et en plus, je vous dis, ça baisse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on participe à plein d'actions dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour promouvoir. Après, on a effectivement une communauté où il y a beaucoup de garçons qui sont Des mélangés geeks. avec des filles, qui Mm. sont... Alors ça, là-dessus, je pense que je suis pas d'accord, parce que la communauté de 42 est très peu geek. Ah bon? On a finalement, par rapport aux écoles d'informatique que je connais, si vous voulez, on a un background, une provenance des étudiants qui est beaucoup plus large que dans une école classique, comme par exemple Epitech ou Par d'autres. de par d'autres écoles. le système de De par le sélection. système de sélection, de par aussi le fait qu'on dit effectivement qu'on pense que les gens ont accès, quel que soit leur background. Mm. Donc on a beaucoup plus. Alors après, on a bien sûr, on est tout à fait, on réprouve totalement toute action à la fois sexiste, encore plus harcèlement, etc. Et on a effectivement des problèmes, notamment beaucoup pendant la piscine, où les jeunes sont à la fois... Il y a vraiment eu des problèmes de harcèlement Oui, il y a des concrètement. problèmes de harcèlement, Ouais. indéniablement. On a eu des problèmes, on en aura, et ça ne va pas s'arrêter, parce qu'un jeune qui propre. rentre à 42, Ouais. il ne devient pas d'un seul coup, vous voyez, il arrive du jour où il rentre à la piscine, il ne change pas d'un seul coup. Donc ils arrivent comme ils sont. Par contre, on a derrière des actions importantes. Donc en général, si ça va vraiment loin, on va virer l'étudiant. Ok, on peut être amené à ça, mais on va d'abord commencer en général par lui rappeler et lui faire comprendre, parce que en réalité, beaucoup de ces problèmes, la plupart du temps, le garçon ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il est simplement inconscient. Donc Mhm. on va lui expliquer ce que c'est. Donc déjà, quand ils arrivent, tous les jeunes, ils vont tous passer dans une réunion où on va leur expliquer ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et leur expliquer ce que c'est. Bon, après, il va y avoir des choses. Donc on va, petit 1, les sanctionner. Petit 2, on va en général leur faire participer à des actions avec des associations pour promouvoir l'action féminine, etc., dans l'école. On a une association de filles qui fait ça, et on a aussi plein d'associations avec qui on participe. Donc on est très engagé dans ce domaine-là. On n'a absolument aucune forme d'acceptation, c'est-à-dire que Et d'encouragement. alors d'encouragement surtout pas, Ouais. mais même au-delà on ne fait on n'est pas du tout conciliant. Non, Et- c'est pas lié à la campagne qui a eu, enfin les différents articles de presse qu'il y a eu ces dernières semaines. Ces actions-là, elles étaient déjà antécédentes. Ah oui, bien Il y a sûr. une prise de conscience au sein de Oui, oui. 42 D'ailleurs, qui il y a une étude ce qui a été, problème. il y a Hein, une on étude est bien d'accord. ah bien sûr, et puis il y a une étude qui qui a été publiée, qui a démarré bien avant, dans laquelle on était partie prenante. On est tout à fait actif sur ce domaine. Et puis en plus, objectivement, je veux dire, au-delà de tout ça, on prône la mixité, on prône la diversité, et on prône très fortement la mixité au niveau genre, parce que c'est un vrai enjeu pour notre secteur. C'est-à-dire on en souffre. On a besoin de plus de femmes dans ce secteur. Et en plus, c'est pas légitime. C'est-à-dire que on fait venir beaucoup de jeunes femmes, en général de collège, dans l'école, et elles sont très performantes et elles adorent ça. Mais le problème, c'est l'image qu'elles ont de l'informatique avant de le faire. C'est-à-dire que c'est pas la réalité. C'est vraiment, quand elles le font, moi j'en ai discuté avec beaucoup, elles vous disent, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Vous voyez, on a un vrai problème éducatif à faire comprendre aux plus jeunes générations que l'informatique n'a rien à voir avec l'image d'une espèce de truc matheux, enfermé tout seul, qui parle à personne. Le métier d'informaticien, c'est un métier de communication. Nos étudiants passent plus de temps à discuter entre eux qu'à taper sur un clavier, quoi.
Ouais. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas cette image, donc les filles se sentent pas du tout à leur place dans cette histoire, alors qu'elles sont à leur place. Alors, dernière question pour clore la série de questions de nos internautes sur Twitter. Une question de Guitap, alias Sabati G. Pourquoi, ça vous concerne directement, pourquoi Nicolas Sadirac a quitté Epitech pour fonder 42? Ouais, ça, c'est une vaste question. Pour une chose tout simple, j'ai l'impression d'être plus utile à 42 qu'à Epitech. Epitech marche bien, elle continue à très bien marcher, elle a plus besoin de moi. Donc je me suis lancé dans quelque chose où je pense que je contribue au-delà de ce que j'ai déjà fait. Et puis, je pense que vous donnerez des éléments de réponse dans le prochain chapitre, puisqu'on va essayer de comprendre les coulisses et comment est née cette idée saugrenue de créer une école. On l'a pas dit, elle est gratuite en plus, cette école d'informatique à Paris. Nicolas, comment est né 42? Il y a plein d'histoires qui circulent à droite à gauche sur Internet, différents livres. J'ai lu la biographie de mon ami Emmanuel Paquette sur Xavier Niel également. Il y a des choses, on apprend des choses. Alors, quelle est vraiment la motivation? C'est vraiment Xavier Niel qui est au départ de cette idée-là? Franchement. Donc, le lancement de 42, indéniablement, c'est Xavier. Ouais. Après, les méthodes pédagogiques, c'est pas Xavier, parce que Oui. Xavier, c'est pas son Chacun métier. son métier, bien sûr. En fin de compte, ça vient de... Alors, d'abord, on se connaît depuis très longtemps. Ok, donc, on se connaît depuis très longtemps. Xavier a embauché des étudiants d'EPITA et d'Epitech depuis très longtemps, donc il a été confronté à beaucoup d'étudiants de notre chose. Donc, je pense que l'idée de faire une école était quelque chose qui germait depuis très longtemps. On en avait parlé plusieurs fois, mais vous savez, quand on a une idée, des fois on la fait jamais, parce que simplement on est occupé, on est dans son quotidien. Moi, je gérais Epitech qui se développait très bien. Xavier, il a certainement autre chose à faire Oui, à je son confirme. quotidien. Mhm. Et donc, c'était resté en plan. Et puis, il y a eu un certain nombre de petits éléments déclencheurs qui ont fait que il y a eu la création de 42. Je pense qu'il y a un élément, par exemple, le fait que Xavier a fait partie du Conseil national du numérique à l'époque, Ouais. qui était un élément important. C'est une sorte de prise de conscience d'un problème plus large que le sien, c'est-à-dire le fait de dire la France est en retard. C'est en 2011, ça, c'est ça? Ouais, c'était, C'était Nicolas Sarkozy, voilà, c'est ça? c'était sous Nicolas Sarkozy, je crois même que c'est 2012, non? Enfin, je sais plus. 2011. Mais en tout cas, c'était pas longtemps avant. Et Xavier a participé à cette opération. Et l'idée, c'était la France est 5e puissance économique mondiale, 25e, je crois, à l'époque, dans le numérique. Donc, un vrai retard. Du coup, Xavier rencontre beaucoup de gens et se dit, mais vraiment, pourquoi? Eh bien, on manque de talent. Donc, voilà. Le problème, c'est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème d'argent. Il n'y a pas vraiment de problème d'idées. Les Français ont autant d'idées que les autres, voire plus. On est même un pays qui, d'ailleurs, structurellement, la France est un pays qui devrait être plus innovant que les autres du fait de sa mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a des gens d'un peu partout dans le monde. Notre géographie fait qu'on est un pays qui devrait être plus innovant. D'ailleurs, qu'il l'a été souvent. Et donc, ce conseil numérique à l'Élysée en 2011, ça a vraiment été l'élément déclencheur? Non, je ne pense pas que c'est l'élément déclencheur. C'est un des éléments. Au moment où il vous a approché, vous a dit Nicolas, il faut qu'on monte une école. C'est à ce moment-là où véritablement ça s'est matérialisé? Non, c'est un peu après. Après, il y a eu une histoire. Donc, il y a une jeune fille à un moment qui. Moi, j'avais lancé un truc qui s'appelait la Web Academy. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi. L'idée, c'était à 42, à Epitech. Il y a une fondation qui était venue nous voir, qui nous a demandé de faire un programme pour des jeunes qui étaient dans les quartiers défavorisés et qui étaient déscolarisés. D'accord. Okay, donc qui avaient arrêté avant le bac. Et il y a une jeune fille qui s'est retrouvée chez Free et qui était très très bonne. Okay, donc Xavier a été confronté à des gens qui avaient du talent avec un background pas du tout habituel. Okay, c'est la fameuse rumeur de la jeune fille qui vendait et donc Xavier se retrouve confronté. Qui vendait des animaux de compagnie, des hamsters. En deux des... mots, c'était une jeune fille qui vendait des hamsters et qui était très performante chez Free. Et, voilà. Et Xavier lui demande, qui me demande qu'est-ce que tu faisais avant? Mais je vendais des hamsters. Bon, exactement. Donc une jeune fille qui est un talent, qui est vraiment performant, brillant. Et un jour, elle discute avec Xavier, Xavier lui demande d'où tu viens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà dirigé une start-up, etc. Enfin, dans ce milieu, le vrai problème... Mac est une start-up. Le vrai problème, c'est de trouver les talents. vous le savez tous. Oui, on a un peu de mal, mais en fait... Tout le monde a du mal. Donc quand vous en rencontrez un, vous essayez de trouver la source. Ouais. Donc il lui demande d'où elle vient, et elle lui répond, oui, il y a 2 ans, je vendais des hamsters. Donc du coup, Xavier me dit, Nicolas, attends, c'est quand même tordu. Tout le monde cherche des talents, personne n'en trouve. C'est la Bérézina, la France est en retard à cause de ça. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi qui est juste brillant. Et notre système l'envoie vendre des hamsters au lieu de fabriquer de la haute technologie. Qu'est-ce qui déconne, quoi? Moi, alors, je sais que vous ne pouvez pas répondre à la place de Xavier Niel, mais j'essaie de comprendre. Il y a différents niveaux de motivation. C'est lié à sa construction personnelle également, à son parcours. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais il y a une frustration. Je pense qu'il y a une frustration. Voilà, c'est-à-dire c'est ridicule. C'est ridicule qu'on manque de gens et il y a des gens qui sont en train de faire des trucs qui ne leur plaisent pas. Parce qu'à la rigueur, la jeune fille, elle serait hyper heureuse en vendant des hamsters, mais c'est pas ce qu'elle voulait faire. Elle est juste passionnée de technologie depuis petit, et notre système l'a déroutée de ça. Et donc Xavier, il dit, c'est con. Et alors du coup, on discute, il me dit, mais comment vous faites? Je lui dis, mais c'est pas très compliqué, parce que c'est pas très compliqué, c'est tout simplement pas très compliqué. Et il me dit, pourquoi on n'en fait pas des milliers, quoi? Pourquoi? Je comprends pas. On en a besoin, ils sont là,
Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et puis Just do voilà. it. Et voilà, dire comment. Alors, et on lance 42. Alors, pour comprendre la complicité qui peut vous... C'est important aussi de se sentir en confiance avec les gens avec lesquels on travaille, parce qu'on ne propose pas comme ça du jour au lendemain à quelqu'un, même si on a croisé déjà dans une vie antérieure de construire une école. J'ai cru comprendre que vous le connaissiez, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis de nombreuses années, depuis très longtemps, Xavier Niel. Depuis les années 80, si vous jetez un coup d'œil à mon prompteur, vous verrez qu'il y a un élément de réponse. Est-ce qu'on peut en parler de cet élément de Vous réponse? pouvez en parler des éléments. Je pense que rien n'est secret et tout est. Donc, en clair, vous avez un petit peu parcouru les sous-sols de la direction de la surveillance du territoire. Rue Nélaton, c'est Ouais. pas la DGSE là-bas, c'est C'était la DST, c'était la mais DST. qui est maintenant la DSCRC. Donc, les gens qui regardent la série de notre ami Monsieur Berger sur Canal+, le Bureau des légendes, devraient s'intéresser à cette partie-là. En clair, vous étiez un peu un hacker déjà à Oui, l'époque. on était clairement un hacker. Je revendique tout à fait le fait d'avoir été hacker, d'avoir fait du piratage et d'avoir participé à toutes sortes d'actions, Non, mais certaines dans le bon négatives, sens certaines du positives. terme, puisque vous étiez du bon Oui. côté de la barrière à cette époque-là. La guerre froide battait son plein. Voilà, c'était une autre période. Il pouvait y avoir des attaques, pas forcément informatiques d'ailleurs, mais il fallait s'armer de ce côté-là. Tout à fait. C'est là que vous avez connu Xavier Niel. Est-ce que c'est pas là que s'est construit c'est un peu, je ne vais pas faire du storytelling, mais c'est construit cette idée de, voilà, on va hacker la société. C'est-à-dire, on a hacké, on est Non, mais hacker. Là, aujourd'hui, vous hackez le modèle, je crois que le modèle de l'éducation, oui, pas l'éducation nationale, mais je crois l'enseignement que général. l'état d'esprit global qu'on va appeler hacker est un état d'esprit global qui peut être répercuté à toutes sortes de domaines. Donc, au fait d'utiliser, à détourner le fonctionnement d'un système informatique, mais au fait de détourner le système éducatif. En tout cas, l'idée, c'est plus de refuser l'acquis. C'est de se dire, les choses sont comme ça. Bah, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Et comment je peux changer les choses que je trouve pas normales? Vous pouvez comprendre que pas mal de mes confrères journalistes peuvent considérer que cette volonté d'ouverture et de bienveillance d'ouvrir une école puisse être suspecte de la part de Xavier Niel. Bah non, je comprends pas. Non, mais je vous pose la question. Non, je comprends pas parce que foncièrement, il y a un moment où, enfin, on a chacun des volontés, il a juste des moyens qui sont beaucoup plus importants que les autres. Et à un moment donné, je pense que tout le monde, moi vraiment, en plus, alors soit j'ai de la chance, mais j'ai l'impression de rencontrer que des gens bienveillants et qui ont tendance à essayer d'améliorer leur environnement. Donc après, ils ont plus ou moins de moyens. Mais moi, j'ai des étudiants, je sais pas si vous avez vu, il y a un étudiant de 42 qui a fait des trucs sur les maternelles. Enfin, j'ai l'impression que l'être humain, dès lors qu'il a les moyens, il va essayer d'harmoniser son environnement. Et donc Xavier, il a juste plus de moyens. Stéphane, une réaction justement à la création de cette école? Tu as suivi toi également Ben, la oui, j'ai création de l'école. suivi. Ouais, non, mais en fait, de l'extérieur, dans le métier, c'est vrai que c'était surprenant parce qu'il y avait quand même il y a eu une tentative quand même d'école créée par Xavier avec Marc Simoncini Le EMI, et Jacques-Antoine Grangeon du côté de Bourse, là, ouais, c'est l'école le du. EMI. Mais c'était une école payante, Voilà. celle-là. Elle n'était pas Ouais, gratuite. c'est une école payante, On est d'accord. bien Et donc d'accord. là, c'est vrai qu'il En y a eu réalité, Xavier, celle-ci. dans cette école, Xavier, il n'était pas opérateur. C'est-à-dire qu'il a participé à Oui. des gens. En fin de compte, la volonté de participer à l'éducation était déjà là et elle l'est depuis longtemps. C'est-à-dire que l'idée d'aider le système éducatif. Bon, après, il est parti dans ce truc-là et C'est je vrai. pense que ça ne correspondait pas à la liberté. Et je pense qu'une partie dans 42 de dire je veux porter complètement le projet venait du fait qu'il voulait totalement pouvoir décider. Ce qui n'était pas le cas avant. Et Oui. ce que je veux compléter, c'est que moi, il y a quelque chose aussi qui m'a toujours marqué et jusqu'à présent encore, c'est sur ces deniers personnels. Tout ça, quoi. Oui, C'est c'est sur ces complètement ses deniers. deniers personnels. Et C'est ce une qui est fondation d'autant en plus quelque fou, c'est sorte que. qu'il a créé, c'est ça, j'en dire de Et bêtises. même. Hein. Non, mais ce qui est juste encore plus fou, c'est que si au moins il en tirait, il dit voilà, sur les milliers, je vais prendre 300 pour gonfler les équipes d'Iliade, et je crois que c'est même pas le cas. Non, Hein. c'est pas du Donc tout voilà. l'objectif. Pas de volonté de Et puiser voilà. dans le vivier. Hein. Alors, Iliad recrute comme Évidemment. partout, mais pas plus à 42 qu'ailleurs. Et il n'y a pas aucun étudiant n'est obligé d'aller à Iliad d'aucune façon. Et ils vont pas plus à Iliad qu'ils vont ailleurs. Je sais Voilà. puisque de temps en temps on voit des personnalités qui passent une tête qui à 42, qui sont des opérateurs et parfois des opérateurs propres à Free, et qui m'ont dit en off, effectivement qu'ils faisaient très attention de bien respecter, Oui, il n'y a euh, aucun passe-droit de bien spécifique. respecter si vous voulez recruter quelqu'un, de ne pas passer directement, parce qu'ils voulaient pas qu'on croie que l'école était un vivier pour. Oui. Il y a de la difficulté aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a énormément de demandes. Vous êtes un peu victime de votre succès. Alors, quelle est la prochaine étape? C'est ce qu'on va voir dans ce prochain chapitre, si vous voulez être bien d'accord. Quid de demain, quid du futur de l'école 42? Dans un premier temps, il s'agit de désenclaver, je dirais, l'école 42. Il y a énormément de succès. L'école 42 est à Paris. Une volonté de permettre à des gens qui viennent peut-être de province de pouvoir se loger plus facilement à Paris. Alors, donc effectivement, on a une forte demande.
On a à peu près 60% des étudiants qu'on admet qui ne sont pas parisiens, enfin, ou pas d'Île-de-France. Et donc, on est en train de construire un campus. Donc, juste en face, de l'autre côté, qui va s'appeler d'ailleurs Boulevard Bessières à Paris, Not dans le Only a 17e. Campus 42, donc NOC 42, qui va permettre effectivement à beaucoup de gens d'avoir des solutions, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, même si on a des accords de prêt avec des banques, etc., ça reste compliqué de se loger, de trouver un mode de vie dans Paris. Donc ça, c'est une étape qui va... Alors, on a mis longtemps à avoir les autorisations, parce que Une comme sorte d'habitude, de cité universitaire, Voilà. mais vous allez un peu la distribuer aussi, j'ai comme l'impression. d'habitude, on fait rien comme tout le monde. Ouais. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Donc là, on va essayer d'avoir des espaces où finalement, avec très peu d'espaces individuels et beaucoup d'espaces collectifs, ce qui fait qu'on va avoir des chambres. Qui ne rentre pas dans les cadres également de la législation. Exactement. Donc ce qui explique que ça soit long. on a dû pas mal batailler sur les choses et on a finalement l'autorisation. Donc ça va voir le jour. Ça va démarrer, je pense, courant janvier. On en a pour 1 an et demi, 2 ans à construire. Donc dans à peu près 2 ans, on aura le NOC 42, qui fera plein de choses amusantes, puisqu'on va avoir des potagers, on va avoir un espace culturel, on va avoir un théâtre, on va avoir une épicerie solidaire. L'ambition, si j'ai bien compris, pour en avoir discuté avec les gens de 42, c'est également d'ouvrir l'école au quartier, Oui, ça va à être l'arrondissement. donc ça va être partagé avec le quartier, les associations et activités d'arrondissement. On se veut un lieu culturel. 42, moi, j'aime aujourd'hui dire que c'est un générateur d'improbabilité. Oui, c'est d'ailleurs Donc, aussi un musée d'art moderne. c'est déjà on un peut musée visiter d'ailleurs. de street art. Ouais, de Donc, street art. on est un musée autant de street d'art art moderne, urbain. autant pour moi. Et c'est assez étonnant. Vous pouvez venir visiter l'école 42. Et on a des choses extraordinaires qui se passent. Par exemple, j'ai rencontré un étudiant qui a monté une start-up avec quelqu'un qui venait visiter le musée. C'est un générateur de points de rencontre non prévus. Donc et c'est pour ça que je dis que 42, c'est vraiment un générateur d'improbabilité. On essaie de faire en sorte qu'il y ait des artistes, des artisans, des chanteurs, enfin, tout ça se mélange et crée des choses inhabituelles. Alors, pour critiquer un petit peu, parce qu'il faut quand même que je fasse mon boulot de journaliste de temps en temps, moi je m'attendais, moi qui suis originaire plutôt de la Corse, et donc qui suis monté à Paris, comme beaucoup d'étudiants, quand on veut disrupter le système d'éducation et le système français très centralisateur, je m'attendais à ce que 42 essaime des écoles en région, pas forcément dans toutes les régions, mais il n'y a pas qu'à Paris en France. Est-ce qu'il y a cette volonté d'ouvrir d'autres pôles, d'autres centres d'études qu'à Paris? Il y a pas, alors déjà, il n'y a pas vraiment la volonté. Aujourd'hui, on est en train de faire une expérimentation sur Lyon. Donc vous n'êtes pas un ultra-jacobin, tout va bien. Voilà. Non, je pense qu'on est pragmatique et on essaie de voir les choses avancer. Donc on a ouvert à Lyon. On va regarder comment ça se passe et on verra. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes. Le problème, c'est qu'en se précipitant, on risque de faire n'importe quoi. Et il y a, dans l'alchimie du fonctionnement de 42, il y a un mélange quand même avec l'écosystème qui est assez complexe à se mettre en place. Comme vous l'avez dit, il y a des événements tout le temps, il y a beaucoup de mélanges. Donc il faut qu'on voit comment on arrive à s'insérer dans les tissus régionaux avec les institutions régionales. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait à Lyon. Alors Donc, Lyon, ça démarre, ça s'appelle le 101. C'est vraiment une initiative de 42 ou c'est une initiative indépendante? Non, c'est une initiative de la région lyonnaise qui nous a demandé d'opérer. Donc ça veut dire que c'est opéré par 42. Ça veut dire que très concrètement, un étudiant de Lyon va suivre exactement le même processus qu'un étudiant de Paris. Il sera sur les mêmes plateformes, il fera la même chose, il aura accès au même contenu et au même challenge. Par contre, c'est bien opéré, le financement est local, lyonnais, et c'est 42 qui aide cette initiative. Paris, c'est une première étape. La France, c'est également une première étape, parce qu'à ma grande surprise, l'année dernière, vous avez annoncé l'ouverture de 42 USA, 42 aux États-Unis. Dans la Silicon Valley, vous avez ouvert une école à Fremont, qui est en Californie. Le siège de Tesla n'est pas très loin, juste à côté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Quand on connaît le niveau le coût des études aux États-Unis, je pense que là-bas, ça a fait l'effet d'une bombe. C'est la même frustration, se dire qu'il y a des gens qui ont du talent, qui n'ont pas accès au système, à participer au numérique. Et donc, l'idée, c'est de répliquer cette logique. Et l'école en Californie fonctionne exactement sur le même modèle que l'école 42. Donc elle est gratuite elle est comme en totalement France. gratuite. Elle ne demande aucun background académique. Elle n'a pas de prof et elle fonctionne exactement pareil. Est-ce que la mayonnaise n'a pas un peu plus de mal à prendre aux États-Unis qu'en France? Elle a beaucoup plus de mal à prendre. Ouais. Ceci dit, elle prend. En même temps, alors, il faut relativiser. On s'était mis des objectifs un peu fous puisqu'on voulait 10 000 étudiants. Donc on a mis des objectifs qui sont un peu fous. Il y a plus d'espace là-bas. Il y a plus de place. Ouais. Et effectivement, la population est plus large. Mais c'est quand même très localisé en réalité. Les États-Unis sont très morcelés. Et effectivement, le fait d'être gratuit est un vrai. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est obligé de s'endetter sur 20 à 25 ans. Tu m'arrêtes, Stéphane, si je dis des bêtises. Ah oui. Parce que tu connais bien ça également. Donc il faut vraiment lourdement s'endetter. D'arriver dans une école où c'est gratuit, on trouve ça, entre guillemets, un petit peu suspect, c'est ça? Ils imaginent qu'il y a une arnaque. Ouais. Oui, il y a une arnaque. On va les cloner.
on va les cloner, on va leur prendre leur, je sais pas. Non, ils pensent Non, qu'on non, va, mais c'est vrai que ça. ils pensent qu'on Ouais, va je sais pas ce qu'on peut leur leur faire faire. payer après, ils pensent Ah qu'ils oui, vont devoir travailler pendant 1000 ans pour nous. Enfin, ils imaginent qu'il y a une arnaque. Donc il y a un vrai travail d'évangélisation à Ouais, faire il y a un gros dans travail. la Silicon Valley. Et c'est vrai que ce qui vous a énormément aidé en France pour vous faire connaître et qui a formidablement médiatisé 42, c'est la personnalité Xavier Niel, qui était votre ambassadeur et qui était très médiatique, même s'il est assez rare dans les médias. Et aux États-Unis, c'est pas forcément le même rapport, mais il est beaucoup moins connu aux États-Unis qu'en France, Oui. évidemment. Mais enfin, on est quand même très supporté aux États-Unis. Je sais pas si vous voyez, on a une vidéo de la plupart C'était des pour que gros vous, acteurs. voilà, c'est pour vous laisser développer. Voilà, on a un support très fort. Maintenant, je vous dis, c'est le vrai challenge aujourd'hui, c'est ce côté-là. C'est vécu comme une arnaque. Donc les étudiants qui sont dans 42 sont très contents et réussissent, mais des étudiants qui sont vraiment convaincus me disent, quand j'en parle à mes amis, ils me disent que c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, ils veulent pas le croire. C'est too good to be true. C'est trop beau pour être exactement, ouais. vrai. Voilà, c'est trop beau pour être Euh, vrai. C'est une arnaque. Alors, on a vu effectivement ces vidéos, je pense qu'on pourra passer un extrait au montage de cette émission, où on voit de grandes personnalités de la tech très connues. Et je ne vais pas les lister parce que je vais en oublier, donc ils vont se vexer. Il manque quand même un personnage, c'est Tim Cook dans la liste. Ils sont tous quasiment là, hein, tous les grands de la tech. Ce serait quand même pas mal, Je pense que Tim. l'agenda de Tim Cook est compliqué. Oui, il n'y avait pas si longtemps à Paris, Oui, oui, souvenez-vous. mais c'est compliqué. À mon Quand, avis, quand c'est est-ce que, compliqué. quand est-ce que Tim Cook viendra nous voir à 42? Faut lui C'est demander. c'est une question Faut lui demander, qui nous intéresse doublement, d'autant Stéphane. qu'on est très, très. On fait plein de choses avec Apple. Oui, bah, il suffit de monter dans les salles Ah bah, informatiques. Non, mais Il y a... au-delà du fait d'avoir beaucoup de Mac, Ouais. on a les équipes techniques, on a énormément de projets et d'activités avec Apple, Donc on jette une en bouteille à la France et aux mer, États-Unis. si vous êtes d'accord, Oui. Nicolas. On jette une bouteille à la mer. Et si Tim Cook veut venir lors de sa prochaine visite à 42 à Paris, il sera le bienvenu, Alors là, plus que le bienvenu. plus que le bienvenu, et au-delà même, pourquoi pas, dans la Silicon Valley. Ah, encore. Puis on essaiera d'avoir une caméra très discrète, pas très loin, on vous promet. Et puis un petit micro qui sera tendu, mais on ne posera pas de questions, on écoutera simplement. Voilà. Prochaine étape, après les États-Unis, est-ce qu'il y a une volonté encore de s'étendre vers d'autres pays? On parle beaucoup de l'Asie, est-ce que c'est également le cas, Nicolas? Alors, dans les objectifs de lancement de 42, on voulait ouvrir un 42 en France, aux États-Unis et en Chine. Et donc, on est sur notre processus. Donc, aujourd'hui, on a ouvert les États-Unis. On attend que les États-Unis fonctionnent bien et que ça soit stabilisé. Et on va ouvrir certainement en Chine. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que l'école a vocation à vivre par elle-même? C'est-à-dire que c'est une volonté de Xavier Niel, comme beaucoup voilà, de grandes familles ou de personnes qui ont fait fortune, qui ont initié un process. Est-ce que dans l'avenir, elle a vocation à vivre par elle-même et quelque part de tuer le père? Je pense pas qu'on va tuer le père, Non, parce mais vous qu'on n'a voyez ce pas que je du veux tout dire, de envie couper le de tuer cordon. Xavier. Alors, quand on a démarré 42, en fin de compte, avec Xavier, il nous a dit, je vais financer pendant 10 ans. Voilà. Et on veut trouver un modèle un modèle soutenable après, mais on s'interdit d'y réfléchir avant 7 ans. Donc on est encore dans les Voilà. clous, là. Parce qu'on voulait éviter de. Et je pense, moi, sincèrement, au début, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé parce que j'ai pas du tout l'habitude. J'ai toujours travaillé dans des écoles qui gagnaient de l'argent et qui étaient équilibrées et qui fonctionnaient bien. Mais là, l'idée, c'était vraiment de ne pas se tenir compte de ce modèle et de faire le mieux qu'on pouvait au niveau de l'étudiant. C'est-à-dire de fabriquer les meilleurs informaticiens possibles sans tenir compte des contraintes de financement d'aucune nature. Et après, de voir comment on finançait ce produit. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait. On se focalise sans s'occuper du tout de comment on sera soutenable demain ou pas. D'un mot avec Stéphane, toi qui viens du monde de l'entreprise, quelle est la perception des gens avec qui tu travailles, de l'école, de la formation si originale et particulière qui est aujourd'hui enseignée, et de l'esprit qui règne dans cette école et les esprits qui règnent au sein des cerveaux de ces étudiants? Ben, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je peux le confirmer, c'est qu'un étudiant qui sort de 42, que ce soit pour un stage ou pour prendre un job après avoir terminé sa formation, il est plus ouvert, adaptable et il n'ira jamais non. Je ne sais pas. Il va d'abord commencer à apprendre, etc. Et je sais que ce sera possible. Et sous une semaine, il pourra commencer à être opérationnel, même s'il n'a pas appris le langage, la techno, etc. Il a une ouverture d'esprit, il a quelque chose qui est déjà totalement compatible, en tout cas avec ma façon de travailler, parce qu'aujourd'hui, il suffit juste qu'une fonctionnalité sort sur Facebook ou je ne sais quelle autre appli et qu'on doit s'adapter par rapport à ça. La, 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 les habitudes qui ont été prises et les bonnes habitudes et l'état d'esprit qui ont été prises au sein de 42 font que c'est quelqu'un qui va avoir plus d'élasticité d'esprit. Voilà.
j'ai l'impression que l'état d'esprit de 42 commence un peu à phosphorer sur d'autres écoles d'informatique, Ça en tout montre cas sur Paris, que la mission est et ça relativement commence à être réussie, si c'est le contagieux. cas. Et donc ça commencerait peut-être à réussir de ce Mm. côté-là, cette petite contagion. En tout cas, sur les deux qu'on a pu avoir d'Epitech dernièrement, on a pu voir qu'il y avait quand même il y avait des choses qui étaient... c'est vrai qu'il y a un côté brut, un côté sauvage, peut-être, à discipliner. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une énorme avancée. Et je dirais même, je souhaiterais qu'il y ait des 42 dans d'autres matières que l'informatique, par exemple dans le journalisme, des choses comme ça, pour qu'on puisse dire ah non, mais tu souris, mais je pense que ça serait Non, salutaire. pas dans le journalisme, dans les médias, c'est différent. Les médias, Et bien par exemple, évidemment. on a un Je trouve partenariat que avec Sciences Po Journalisme. Ouais. Et Bon, donc, faut on qu'on va. parle, Nicolas. c'est génial. Non, mais c'est génial, Nicolas, c'est génial. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on peut décliner ce modèle sur d'autres grandes familles de métiers. Mm. Et je ne dirais pas aller jusqu'à la médecine, etc., parce que là, je pense que là, on toucherait des choses qui ne vont pas, mais bien évidemment sur quelque chose qui pourrait être accessible à tous et que Internet a permis d'ouvrir ces 25 dernières années, ça c'est certain. Ouais, merci Stéphane. On arrive au terme de cette émission, mais d'abord on passe au coup de cœur de l'équipe de Refait le Mac. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane Zibi. Oui, alors l'iPhone 10 est merveilleux, mais il est très très fragile. Il est très cher. Et la marque est très chère, mais ça ne va pas le répéter à chaque fois. Ouais. Et donc ça va encore. Le truc, c'est que le fait qu'il soit avec du verre devant et derrière, on le rend encore plus fragile. Et là, il se trouve qu'il y a la marque Rhino Shield qui fait des bumpers, a fait des tests, et en gros, pour moins de 20 €, donc on a des protèges iPhone, déjà pour toutes les autres iPhones, bien évidemment, mais pour l'iPhone 10. Le seul truc, c'est qu'il faut rajouter aussi une couche derrière, comme on peut le faire sur les écrans. Un petit film. Mais au moins, là, on a un petit film supplémentaire, mais en gros, il y a des vidéos qui sont en train d'être diffusées sur YouTube pour tester ça. Et apparemment, si on le fait malencontreusement tomber, on diminue les risques de casse de vitres devant et derrière, parce que casser un aussi bel appareil aussi cher, Oui, ça fait mal. c'est quand même... Désagréable. Ça fait mal au ça cœur. fait doublement Donc, mal. Ça fait doublement mal. L'idée, Et donc, c'est le deuxième coup oui. de cœur, L'idée, c'est c'est plutôt quelque chose qui m'a changé. L'idée, plutôt qu'utiliser Oui. une coque, en fait, c'est juste le bumper qui fait le tour et tu mets des Le fils bumper, des deux côtés. exactement. D'accord, Exactement. Et ça vaut 20 €, donc ça, en plus, c'est pas ça très reste cher. raisonnable. Oui, tout à Pour fait. l'iPhone 10. Le deuxième, pour un iPhone 10, parce que c'est vrai que c'est pas. Bon, mon deuxième Non, coup je de vais faire un cœur, petit je vais test, finir bouge par y pas. arriver. Voilà, Ok. non, s'il te plaît, arrête. Le deuxième coup de cœur, c'est donc le Google Wi-Fi. En fait, moi, j'avais des problèmes. J'ai pas un énorme appartement, mais quand même, T'as j'avais viré ta entre. cutie, t'es passé du côté de chez Google. Non, mais Montaigne Google Bio et Wi-Fi, des ta nouvelle routeurs, en adresse. fait, ils ont réussi à faire en sorte que déjà, dans ma pièce principale, j'ai encore plus de débit. Et dans mes autres pièces où j'avais parfois 1 méga, comme dans la chambre de mon grand garçon, eh bien, j'ai réussi à avoir maintenant un Wi-Fi uniforme avec un même nom de réseau, etc. Et donc, j'ai été très surpris par la qualité et la facilité d'installation de ces routeurs. Donc, Google Wi-Fi. Donc, pour les petits apparts, bon, ça vaut, il en faut un, c'est 139 €, je crois, de mémoire. Et quand on en faut deux, c'est 200 et quelques. Quand on en faut trois, il faut 300. C'est 300 Donc là, et tu quelques. développes des relais dans toute la maison pour mailler Exactement. la couverture Pour Wi-Fi à mailler, la maison avec pour le avoir même un réseau SSID. Wi-Fi Hein. uniforme. Et c'est Oui, je l'ai dit, vraiment pas mal. Et surtout, j'ai Intelligent, été surpris de la capacité d'installation. Juste une petite précision par Ouais. rapport au premier coup de cœur. Je tiens à dire que c'est mon petit Joseph qui m'a trouvé ça, parce qu'il me disait, papa, tu vas casser tes téléphones, ça va être une catastrophe. Il est bien, Donc ce il s'est petit. mis à chercher. Il est bien. Il s'est mis à chercher le meilleur qu'il pouvait. Il m'a dit que c'est ça, papa. Et donc j'ai écouté mon fils. On l'embrasse, le petit Joseph. Voilà. De ton côté, Nicolas, quel est ton coup de cœur? Bah, moi, c'est un coup de cœur pour un jeu, ce qui est assez surprenant parce que je joue très rarement. Pourtant, tu disais que le Euh, Call 42 était un jeu. Ah oui, mais je parle d'un jeu informatique. Donc Bon, c'est, d'accord. en fin de compte, je passe ma vie dans un jeu. C'est Oui, pour ça que je joue pas voilà. souvent. Un jeu qui s'appelle Monument Valley, qui est un petit jeu sur mobile, Ouais. qui est vraiment un jeu que je trouve très décalé de la plupart des jeux, mais qui est vraiment très amusant. En deux mots, le concept, c'est quoi? Bah, le concept, c'est basé sur un peu une architecture, une géométrie un peu à la Escher, Ouais. où on s'amuse à jouer des effets d'optique plus que de la réalité. C'est-à-dire que c'est des énigmes à résoudre, mais c'est dans une géométrie qui n'est pas habituelle. Donc on est obligé de se sortir de ses habitudes. C'est-à-dire des choses tout à fait intuitives ne marchent plus du tout. Donc, on voit que c'est un leitmotiv constamment de sortir de ses habitudes et casser un Tout petit à peu fait. Et j'aime bien ça, parce que les c'est codes. c'est Aussi rare bien d'avoir un jeu qui soit un petit peu pas répétitif et qui casse un petit peu les codes. Ouais.
De mon côté, c'est bien plus terre à terre. Regardez, c'est un petit dock, ça s'appelle The Box, c'est nos amis de chez Novo Audio Macway qui font ça. Simplement un dock assez esthétique, il est en beau bout, qui vous permet de centraliser tous les tirails high-tech de la maison et de la famille, hein. Si vous avez des enfants, des iPads, des iPhones, vous branchez tout dedans, ça charge. Et surtout, on n'a pas à chercher le chargeur, tout est regroupé au même endroit dans la même pièce. Et on n'a pas à courir comme des canards. On a coupé la tête pour retrouver le bon câble d'alimentation. Tout est au même endroit. Et avant de partir, on retrouve ces pénates. Ça s'appelle The Box Bamboo. C'est Macway. Ça coûte 59 €. C'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'un nouvel épisode, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit pouce et en cliquant sur le petit bouton qui est en bas de l'écran. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Nicolas, merci encore de nous accueillir chaque semaine. Sans vous, je ne sais pas si Refait le Mac pourrait encore exister, tout Un vrai simplement. plaisir. Voilà. Stéphane, tu reviens la semaine prochaine? Avec plaisir. Allez, on vous embrasse et à la semaine prochaine.